Je pense beaucoup d'efforts, un travail de recherche sur de nombreuses archives dans divers pays, donc j'en suis très heureuse. Alors Antoine Merci Antoine. Donc, ça nous parle donc d'un négociant arménien qui a sillonné les mers et les plus grands royaumes du monde au XVIIe siècle. Alors, ces voyages lui ont permis de devenir un commerçant de renom. Expliquez-nous précisément comment. Alors, c'est un Arménien de la Nouvelle Julfa, c'est un faubourg arménien en Perse, près d'Ispahan. Et les Arméniens là-bas avaient le commerce, devaient commercer la soie pour le compte du Shah de Perse, puisque ce sont les chrétiens qui pouvaient commercer la soie, étant donné que dans le Coran, il y a un hadith qui dit qu'on ne doit pas porter la soie. Donc, le Shah de Perse a sous-traité tout le commerce de la soie aux Arméniens et leur a permis de s'installer dans un faubourg d'Ispahan, de construire des églises, de s'y installer durablement, en échange de quoi ils devaient reverser tout le bénéfice du commerce de la soie au Shah de Perse. Ça a commencé même bien avant, je crois. Bien sûr, mais pour les Arméniens de la Nouvelle Jofa, donc c'est ce qui s'est passé. Et pour le cas de mon Arménien, donc Markar Avanchins, qui est né là-bas, il a sillonné effectivement divers pays pour commercer la soie, mais aussi les pierres précieuses. Il est allé notamment en Inde, au Bengale, il a traversé l'Empire safavide, l'Empire ottoman. Il s'est retrouvé négociant de renom en Italie, où il a eu des démêlés avec un commerçant italien. Il a été jeté au cachot sous de faux prétextes. Il a réussi à s'évader. Il a eu une vie rocambolesque. Alors effectivement, j'allais y venir. Donc pourquoi de cette vie qui paraissait bien enclenchée est devenue un drame? Parce que tout homme qui a du succès dans les affaires suscite des jalousies. Et des rivaux ont voulu le faire tomber, notamment au cours de sa carrière. Donc il va devenir directeur de la Compagnie française des Indes orientales. Mais il n'est pas mentionné dans les ouvrages de référence de la Compagnie française des Indes parce qu'il a subi une légende noire. On a vraiment voulu le faire tomber, l'oublier. Et son principal rival était François Caron, donc ex-directeur de la Compagnie hollandaise des Indes, qui avait été viré de la compagnie pour détournement de fonds et qui avait été employé par Colbert après pour néanmoins ses connaissances de l'Extrême-Orient. Il avait tenu un comptoir notamment au Japon. Donc la France, qui venait de fonder la Compagnie des Indes orientales en 1164, ne disposait pas de main-d'œuvre très qualifiée et a fait massivement appel notamment à des Hollandais qu'elle a naturalisés, mais aussi à un Arménien, Markar Avanchins en l'occurrence, qui était polyglotte et qui était capable de négocier à la manière des orientaux, des extrêmes orientaux, mais aussi de converser avec eux. Par exemple, à la cour des grands Moghols, on parlait persan, et il pouvait s'entretenir directement avec le roi de Golconde en persan pour obtenir un firman d'exemption de taxes et fonder un comptoir français sur la côte coromandelle des Indes. Alors, on peut aussi préciser qu'il était protégé par Louis XIV. Alors, tout à fait. Parce que lorsqu'il a été mis au cachot par les officiers du duc de Florence, donc en Italie, il s'est évadé et sa tête a été mise à prix. Il a été jugé coupable par contumace parce qu'il a été enfermé avant son jugement. Et donc la situation était assez périlleuse pour lui. Et le cardinal des Ursins est venu le voir. C'est dire l'importance de cet homme à ce moment-là, à cette époque, en Italie. Et lui a dit vous devriez vous tourner vers la France, qui vient de créer sa Compagnie française des Indes orientales. Elle aurait besoin d'un homme comme vous, qui a ses atouts, ses capacités, et vous pourriez obtenir la protection du roi de France pour ne pas être pourchassé par les officiers du duc de Florence. Donc, il s'évade des geôles florentines, il prend le bateau, il revient, donc il arrive à Marseille,
Il traverse le pays, il arrive à Paris, il rencontre Louis XIV en personne, qui lui fait une très bonne impression, et le met à l'essai chez Colbert. Colbert atteste de ses capacités et décide de l'employer pour le compte de la Compagnie française des Indes orientales. Alors, on peut préciser qu'il était donc spécialisé dans le diamant et dans la soie, hein? Oui, oui, tout à fait. Hein? Le commerce des étoffes en particulier. Des étoffes en particulier. Vous venez d'évoquer, Fanny, le fait qu'il a été emprisonné. Et comment il a pu s'en sortir alors, concrètement? Je pense qu'il avait une très bonne immunité et beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Parce que dans les Indes, à cause des rivalités, notamment de la jalousie de François Caron, qui voulait vraiment essayer de le supplanter et qui commençait à prendre ombrage de ses succès à Masulipatam, donc c'est vraiment sur la côte coromandelle de l'Inde, à l'est, près de Pondichéry, pour vous donner une idée. Donc il a été enfermé, torturé, lui, son fils de 17 ans et son neveu de 4 ans. Il a été enfermé, notamment mis au fer lors du baptême de son neveu. Donc j'ai trouvé le témoignage du prêtre franciscain qui officiait la cérémonie de baptême. Et on se croirait dans un film. On voit les officiers de la Compagnie française des Indes qui entrent avec fracas dans l'église, qui l'arrêtent, lui, son fils et son neveu. Bon. Et cet homme ne lâchera jamais rien, malgré les privations. Il va être privé d'eau, de nourriture pendant plusieurs jours. Il va réussir à s'en sortir et à réclamer justice. Il va être soigné de ses plaies. Après 3 ans enfermé à fond de cale d'un navire, il arrive en France à la citadelle de Port-Louis et il va intenter un procès contre ses détracteurs, contre les directeurs de la Compagnie française des Indes. Il va être seul contre tous à ce moment-là. Les directeurs de la Compagnie française des Indes ne vont pas se laisser faire et vont l'accuser à leur tour de 32 chefs d'accusation. Et le nouveau Salomon, comme il l'appelle, va intervenir. C'est Louis XIV en personne qui l'absout de tous ses péchés, qui l'innocente de tous ses chefs d'accusation. Alors, ce que vous venez d'évoquer, on va dire pour une personne, ressemble malheureusement étrangement à l'actualité du moment, avec ce qui s'est passé, si je peux faire une petite parenthèse, pour les Arméniens de l'Artsakh dans le Haut-Karabakh, avec l'Azerbaïdjan, qui ont été privés de tout pendant 10 mois et qui ont été persécutés et chassés depuis 8 jours. Comme quoi les histoires se répètent. Mais pour revenir plus précisément sur Markara, et je crois qu'il y a des archives dans différents pays aussi qui permettent de dire ce que vous venez de préciser. Oui, alors j'ai retrouvé des archives, notamment à Florence. Il y a des archives au Vatican, à la Bibliothèque nationale de France, aux archives nationales de France, à Grenade, où j'ai retrouvé notamment les traités du prêtre franciscain qui officiait la cérémonie de baptême. On a tout un tas de documents hétéroclites à notre disposition. Il faut les traduire, les déchiffrer. Essayer de faire concorder les sources et de retracer, comme si l'on menait une enquête, le fil de la vie de notre personnage. Et effectivement, il y a aussi des archives en Perse, en Iran, au monastère Surpurgic. Et là, de nombreuses archives, avec la situation actuelle, sont transférées au Matenadaran, donc c'est l'équivalent de la BNF en Arménie. Donc, je crois que vous me parliez également tout à l'heure de la biographie, hein, de ce qu'on pouvait comment dirais-je, préciser à son égard. Est-ce que on va dire, il s'en sort bien quand même dans tout ça? Je veux pas que vous dévoiliez l'intégralité du livre, mais bon. Mais écoutez, oui, il s'en sort très bien parce qu'il aurait pu mourir du scorbut, de naufrage, d'attaques de pirates, de tout un tas de choses et de maux. Mais on dirait que tout au long de sa vie, alors qu'il est persécuté, son courage se renforce, sa persévérance se renforce et l'on voit un trait de caractère avec tous les événements auxquels il est confronté, c'est vraiment sa persévérance. Il va essayer de réclamer justice, d'intenter un procès, de faire des procédures juridiques, d'aller jusqu'au bout, alors même qu'il devient âgé, que ses capacités physiques s'amenuisent. Et on voit que tout au long de sa vie, il va chercher à être innocenté, à prouver sa bonne foi et à rétablir sa dignité et son honneur. Et de mon côté, en voyant cet homme et cet itinéraire hors du commun, qui a été complètement oublié alors qu'il a été
un des piliers du commerce international à ce moment donné, je me suis dit que c'était presque une question d'honneur que de rétablir sa mémoire, et je l'ai fait dans cet ouvrage. Alors, il est arrivé, on va dire, en France à quel âge et il est mort à quel âge? Alors, question un peu difficile parce que les éléments de sa vie ne nous permettent pas exactement de dater sa naissance, mais il serait né entre 1627 et 1632, donc bon, c'est quand même une marge, c'est assez court, ceci dit, pour le XVIIe siècle. Et alors, il serait mort assez vieux, remarié avec une Française. Une de ses filles aurait été anoblie. Donc il a été naturalisé, lui aussi français, 2 fois par lettre patente de Louis XIV. Et c'est un élément que j'ai trouvé récemment, donc qui apparaît là dans la 4e édition de mon livre. J'ai retrouvé un testament, alors la mention d'un testament qui est aujourd'hui perdu, mais de nombreuses archives ont brûlé lors de la Révolution, hélas, qu'il aurait fait en disant qu'à la fin de sa vie, il repartirait en Perse, voir son premier fils qui est né en Italie. Donc voilà, c'est vraiment un homme cosmopolite du XVIIe siècle qui parlait l'italien, qui parlait la lingua franca qui lui permettait de commercer dans l'espace européen, et l'arméno-kiptchak qui lui permettait aussi de commercer en Extrême-Orient et en Orient. Et sa capacité à parler toutes ces langues, à connaître les mœurs des divers peuples qu'il a côtoyés, notamment des pratiques de négociation très particulières avec des pincements de phalanges, etc. Voilà. Lui ont permis de réussir et de réaliser une carrière hors du commun. Semée d'embûches, mais hors du commun. Alors, oui, quand même. Donc, c'est son immunité, on va dire, auprès des grands de ce monde à ce moment-là qui lui a permis de s'évader des cachots, parce qu'on a très peu évoqué finalement. Et c'est un moment important de votre livre. Alors oui, effectivement, il s'est évadé de diverses geôles, notamment à Florence. Et disons qu'il avait à chaque fois, tout au long de sa vie, la protection des tenants de la foi. Donc le cardinal des Ursins, l'évêque de Babylone, plusieurs fois, à plusieurs moments décisifs de sa vie, des grandes personnalités ecclésiastiques, la congrégation de la propagation de la foi aussi, l'ont défendu. Donc c'est un homme qui avait vraiment ce soutien et un renom aussi important qui lui permettait d'asseoir sa position et de le protéger face à diverses menaces. Fanny, avant de conclure, j'aimerais qu'effectivement qu'on parle vite fait, puisque il y a un très beau film qui va être diffusé ce soir à la salle de cinéma Strada 1 concernant, si je t'oublie, l'Arménie. Je crois que vous connaissez un petit peu différents intervenants qui seront en salle ce soir. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, mais il y a notamment Pinar Selek, donc une dame très courageuse turque qui a d'abord travaillé sur les minorités en Turquie, les Arméniens, mais aussi les femmes, les minorités LGBT, etc., qui a été persécutée par les autorités turques, notamment pour avoir travaillé sur ces sujets. On lui a demandé les noms qu'elle n'a jamais donnés. Elle est ici présente aujourd'hui. Donc, une dame très courageuse. Voilà. Il y a Yann Manouk, il y a Gérard Chalian. Oui, voilà, Yann Manouk qui est également un écrivain qui fait des romans, oui, qu'on retrouvera ce soir. Donc, on peut vous inciter qu'à venir à la salle de Strada 1 ce soir pour pouvoir converser avec tous ces intervenants. Merci Fanny Balian. Merci à vous. Arménien du Roi Soleil, Marc Cara.